Bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité d'Eastman en ce 10 janvier, tel que requis par l'arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021. Nous la tenons par vidéoconférence. Sont présents à cette vidéoconférence moi-même, ainsi que les conseillers Carole Boivin, Patrick McDonald, Maurice Séguin et Charles Simard. Donc, je préside cette séance et il y a aussi le directeur général et greffier trésorier, M. Marc-Antoine Bazinet, qui agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Et donc, comme il y a quorum, j'ouvre la séance et j'en profite aussi avant pour prendre quelques petites minutes pour vous souhaiter à tous une belle année 2022. On est rendu tout, ça passe vite. Et puis, beaucoup de bonnes choses à tous. Et surtout, la santé. Faites bien attention à vous. Prenez bien soin de vous pour rester en santé et passer une belle année. Alors, on continue par le 1.1, séance tenue à huis clos par visioconférence. Alors, on a entendu que le décret numéro 177, 13 union 2020, du 13 mars 2020, a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, et ce, conformément à la loi sur la santé publique. Attendu que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et qu'il est toujours effectif à ce jour. Attendu que depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal doivent, autant que possible, tenir leur séance par tout moyen leur permettant de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix selon la modalité prévue par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2020. Attendu conformément à l'arrêt 2020-049 du 4 juillet 2020, toute municipalité a l'obligation de permettre la transmission de questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une période de questions. Entendu qu'il est dans l'intérêt public pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit, telle exigée, tenue sans la présence du public, les membres du conseil et les offices municipaux étant autorisés par les décrets et arrêtés ministériels actuellement en vigueur, il est présent à prendre part, délibérer et voter cette séance par vidéoconférence. En conséquence, je propose de confirmer que la présente séance et toute séance ultérieure, jusqu'à la situation sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministère de la Santé, soient tenues sans la présence du public et que les membres du conseil et des officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Et également de publiciser la séance dès que possible selon les règles juridiques applicables par l'un ou l'autre des arrêtés ministériels applicables sur le site web de la municipalité d'Eastman. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, au point 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 avec l'ajout du point suivant au point 10.5. Il y a un avis de motion visant à modifier le règlement de lotissement numéro 2012-09 afin de prohiber toute opération cadastrale, ça devrait être au singulier, relative à une rue ou un chemin prévu dans un paysage naturel d'intérêt supérieur tel que cartographié sur le plan de zonage faisant partie intégrante de notre règlement de zonage numéro 2012-08. Merci. Au point 3, adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2021. Je propose d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance de consultation publique du 6 décembre 2021, ainsi que des séances extraordinaires du 22 décembre 2021 avec dispense de lecture, copie de ceux-ci ayant dûment été distribués à tous les membres de ce conseil avant la tenue des présentes. Tous s'en déclarent satisfaits et renoncent à sa lecture. Merci, M. Boivin. Au point 4, le dépôt du rapport de correspondance. Oui, donc je dépose le rapport de correspondance reçu entre le 27 novembre et le 4 janvier 2022. La correspondance, le dit rapport, peuvent être consultés au bureau municipal
pendant les heures régulières d'ouverture en faisant la demande par courriel à info@eastman.québec. Merci. Au point 5, administration générale et financière. En 5.1, dépôt du rapport de délégation des compétences, réquisition. Alors, je confirme le dépôt du rapport mensuel des autorisations de dépenses des fonctionnaires municipaux autorisés par voie de délégation des compétences du pouvoir de dépenser. En 5.2, dépôt de la liste des déboursés au 31 décembre 2021. Oui, donc je dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 31 décembre 2021 pour un montant totalisant 539 579 et 2 sous et comprenant notamment le deuxième versement des services à la Sûreté du Québec. Donc, c'était une grosse partie du tout pour un montant de 227 451 $. Ces déboursés ont été faits conformément au règlement 2019-11 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. En 5.3, renouvellement de l'assurance municipale pour l'année 2022. Je propose de renouveler la police d'assurance municipale pour l'année 2022 avec le groupe Ultima Inc., le tout pour un montant total de 77 413,18 $, toutes taxes comprises. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, merci. En 5.4, demande de subvention au programme d'emploi été Canada. Je propose d'autoriser le dépôt de demande de subvention au programme Emploi d'été Canada pour l'embauche de 5 animateurs, un accompagnateur et un coordonnateur pour le camp de jour 2022, ainsi qu'un employé à l'environnement et un employé au parc. Ça peut être aussi des accompagnatrices et des animatrices. Et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer tout document relatif à cette demande. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. Alors, en 5.5, augmentation salariale pour l'année 2022. Attendu la politique de direction des ressources humaines en vigueur, attendu la recommandation de la direction générale de procéder à des augmentations salariales, changement d'échelon inclus, pour certains employés municipaux ayant démontré un excellent rendement au cours de l'année 2021. En conséquence, je propose de confirmer les augmentations salariales de certains employés municipaux conformément à la recommandation de la direction générale, et ce, à compter du 1er janvier 2022, donc c'est rétroactif, et d'accorder une augmentation salariale de 4,7 %, représentant l'indice des prix à la consommation IPC au 31 octobre 2021 à l'ensemble des employés municipaux selon la politique de direction des ressources humaines 2020-2025. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, merci. En 5.6, adoption de l'organigramme municipal 2022. Je propose d'adopter l'organigramme municipal 2022 joint au présent pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, en 6, loisirs, culture et tourisme. En 6.1, demande de subvention pour la fête de la pêche et plaisirs d'hiver. En l'absence de nos conseillers qui sont habituellement au comité des loisirs, je vais proposer moi-même d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité les demandes de soutien financier au programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec et au programme de soutien à l'ensemencement des lacs et des cours d'eau du ministère des Forêts, de la faune et des parcs pour la fête de la pêche 2022 et les plaisirs d'hiver 2022. Et de confirmer que les plans d'eau sont accessibles gratuitement à tous les pêcheurs durant l'intégralité de la saison de pêche de l'espèce introduite. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Oui. Oui. Donc, en 7, sécurité publique, 7.1, démission de pompiers en probation. Oui, attendu la démission de 2 pompiers en approbation au service de sécurité incendie. Je propose de retirer les noms de M. Benoît Tadbot ainsi que de M. Félix Bachan de la liste du service de sécurité incendie de la municipalité d'Eastman en date du 1er décembre 2022
et ce tel que recommandé par le directeur du service. Merci. Tout le monde est d'accord? Parfait. En 7.2, nomination au sein du service de sécurité incendie. Alors, entendu que la recommandation du directeur du service de sécurité incendie de procéder à la nomination d'un lieutenant au sein du service, en conséquence, je propose de nommer M. Noël Simard au poste de lieutenant à la sécurité, c'est-à-dire au CNESST, aux interventions inter-incendies, et de nommer M. David Gagnon au poste de lieutenant du service de sécurité incendie, et ce, selon les conditions de travail fixées annuellement par le Conseil. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait, merci. Au point 8, travaux publics, voirie, bâtiments, espaces verts. En 8.1, libération de la retenue finale des travaux de réfection du chemin Gilbert. Charles, faudrait c'est que sur mute. Voilà. Voilà. Entendu la fin et l'acceptation des travaux de réfection du chemin Gilbert. Entendu la recommandation de paiement de Saint-Georges, structure et civile datée du 4 décembre 2021. En conséquence, je propose d'autoriser la libération de la retenue finale des travaux de réfection du chemin Gilbert, conformément à la facture numéro F-7480 de Grondin Excavation Incorporée, au montant de 32 626,23 sous, plus des taxes applicables. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Okay, merci. En 9, hygiène du milieu et environnement, on n'a pas de points ce mois-ci. En 10, on est rendu à aménagement et urbanisme. En 10.1, la liste des permis de construction émis en décembre 2021. Donc, le Conseil prend acte. Pour votre information, il y a eu 109 permis de nouvelles résidences qui ont été émis tout au long de l'année, ce qui représente quand même plus que le double de ce qu'on a d'habitude. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu des débordements un petit peu là, au point de vue de la disponibilité de nos inspecteurs qui ont été vraiment très occupés avec tous ces permis à émettre. Ça, c'est juste les résidences, mais il y a eu beaucoup d'autres permis qui ont été émis. Je ne me souviens plus du montant exact, là, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors, c'est beaucoup de temps et d'énergie qui ont été passés là-dedans. Oui, on passe au point 10.2, demande de dérogation mineure relative à la largeur maximale d'un bâtiment principal au 126 chemin de la Montagne Cachée, lot 6 433 041. Tu as demandé 2 petites secondes parce que Word vient de quitter sans me prévenir. Je peux le faire si tu veux. Oui, attends un petit peu si ça revient. Ben, tu peux le commencer, Clint. Une demande de dérogation mineure a été déposée concernant la largeur d'un bâtiment principal de type résidentiel, attendu qu'en vertu de l'article 7.1 du règlement de zonage 2012-08, la largeur maximale d'un bâtiment principal résidentiel est de 25 mètres, 80 pieds, attendu que les requérants désirent pouvoir construire une résidence d'une largeur de 30,1 mètres, ce qui constitue donc une dérogation de 5,1 mètres au dit article 7.1. Attendu la recommandation formulée par le CCU en regard de ce dossier, attendu que le Conseil ait d'avis que le préjudice sérieux n'a pas été démontré ni l'impossibilité de se conformer, en conséquence, je propose de refuser d'accorder la dérogation mineure telle que demandée pour la largeur d'un bâtiment principal projeté au 126 chemin de la Montagne Cachée, lot 6 433 041. Oui, c'est revenu, là, mais pour le bénéfice des gens qui nous regardent ou qui nous regarderont, en fait, il y a 2 éléments majeurs pour les dérogations mineures, je le dis à chaque fois, mais en tout cas, c'est que, bon, il faut montrer que ça ne porte pas préjudice aux voisins, etc., à son environnement immédiat. Ça, c'était probablement correct. Mais il faut également démontrer qu'on ne peut pas faire autrement que d'aller de l'avant avec les plans présentés. Puis, il n'y a aucune démonstration qui a été faite à ce sujet-là. Pourtant, c'est bien spécifié clairement dans les formulaires, etc., de demande de dérogation mineure. En l'absence
d'une telle démonstration, bien, le comité d'urbanisme avait jugé que c'était pas correct d'accorder ça à ce moment-là. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Alors, merci. En 10.3, demande de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, CCU, a pris connaissance des demandes d'approbation au règlement PIA lors de son assemblée du 15 décembre 2021, attendu que les demandes doivent respecter les critères et objectifs du règlement municipal 2002-14 et ses amendements concernant le PIIA, attendu les recommandations formulées par le CCU en regard de ces dossiers. En conséquence, je propose d'approuver les demandes d'approbation au règlement PIIA suivantes: la construction d'une résidence au 1027 chemin des diligences sur le lot 5 832 595, la construction d'un garage au 71 chemin du Pic de l'Ours sur le lot 6 406 264, la construction de 12 gîtes en forêt sur les lots 5 725 800, 5 725 810, 5 725 811, 5 725 812, 813, 814, 815, 816, 820, 5 725 823, 5 725 827 et 5 725 828. La construction, ça c'était des zoo-box, des gîtes en forêt. La construction d'une résidence au 5 rue de la Renaissance, lot 4 379 668. La construction d'une résidence au 31 chemin du Mousqueton, lot 3 353 371. Le 34. La construction d'une remise. Le 34. Le 34, oui. Au 34 chemin du Mousqueton, lot 3 353 371. La construction d'une remise au 854 chemin des diligences, lot 6 335 130. La modification d'une résidence au 141 chemin du Lac d'Argent sur le lot 2 239 833. Voilà. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec toutes ces demandes? Oui. Oui. Alors, merci beaucoup. Aussi, pour le bénéfice des gens, là, toutes les zoo-box, les gîtes en forêt, ça a nécessité, on a demandé et obtenu du promoteur des études d'impact visuel crédibles pour montrer que l'impact visuel de ces aménagements sera nul des points stratégiques de la municipalité. De la même façon, une des résidences, celle-là, au sur le chemin des Mousquetons, les gens qui connaissent un peu le territoire savent que c'est assez haut en montagne. Là aussi, on a exigé et obtenu des demandeurs les études d'impact visuel crédibles qui, selon toute probabilité, vont faire en sorte, nous démontrent qu'il n'y aura pas d'impact visuel. On en a déjà qui ont un impact visuel dans ce coin-là, puis on n'en veut pas d'autres. Donc, on fait attention à notre paysage. Merci pour ces précisions, M. McDonald. Alors, on va passer maintenant au point 10.4, nomination d'un commissaire au comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Oui, attendu la vacance d'un poste au sein du CCU. Attendu qu'en vertu du règlement municipal numéro 2002-02 et de ses amendements, le Conseil doit procéder par voie de résolution à la nomination des commissaires du CCU, pour lequel on a reçu plusieurs candidatures en passant. En conséquence, je propose de nommer M. Pierre Boutin à titre de commissaire au CCU, et ça du 10 janvier au 1er mai 2022. C'est pas bien long, ça? Non, ça serait renouvelé le cas échéant. OK, oui. OK. J'ai eu une petite peur, là. C'est suite au poste vacant qui a été laissé vacant suite à l'élection de Charles Simard. Oui. C'est terminé ce mandat-là, puis d'en débuter un nouveau. Merci, Mme la mairesse. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Absolument. Parfait. Alors, merci. Félicitations à M. Boutin. Au 10.5, avis de motion visant à modifier le règlement de lotissement numéro 2012-09
afin de prohiber toute opération cadastrale relative à une rue ou un chemin prévu dans un paysage naturel d'intérêt supérieur, tel que cartographié sur le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 2012-08. Je vais répéter quasiment ça mot pour mot. Donc, je donne avis de motion par la présente, qui sera présentée pour étude et adoption à une séance ultérieure du Conseil. Word n'arrête pas de me faire des drôles d'affaires. C'est ça, un projet d'amendement visant à modifier le règlement de lotissement numéro 2012-09 afin de prohiber toute opération cadastrale relative à une rue ou un chemin, lesquels seraient prévus dans un paysage naturel d'intérêt supérieur dans les zones RT, tels que cartographiés sur le plan de zonage faisant partie intégrante de notre règlement de zonage numéro 2012-08. Ici, au lieu juste de répéter tout le temps, on va donner un peu plus de contexte. La MRC, pour les gens qui ne le sauraient pas, est en processus de révision intégrale de son schéma d'aménagement qu'on appelle aussi SADD. DD, c'est pour développement durable. Et dans le cadre de ça, ils l'ont adopté, le nouveau schéma, suite à un paquet de rondes de consultations, etc. Puis ça a été soumis, c'est en instance d'approbation auprès du gouvernement du Québec présentement. Sur les entrefaites, est entré en vigueur en janvier un règlement de contrôle intérimaire qui fait en sorte que certaines dispositions, on en parlera plus tard, du nouveau schéma d'aménagement entrent immédiatement en vigueur. Dans l'élaboration de ce règlement de contrôle intérimaire RCI, les versions préliminaires ou initiales de ce que proposait la MRC ne faisaient pas tout à fait l'affaire du Conseil à Eastman, dans ce sens que un des aspects principaux du règlement de contrôle intérimaire, c'est de faire en sorte que la MRC entend densifier ou favoriser la densification des périmètres urbains. Puis dans le cas d'Eastman, on a 2 périmètres urbains, un dans le noyau du village, puis un aux abords du lac Stouclé. Dans les 2 cas, ces périmètres-là sont pas mal bâtis. Donc, dans le cas d'Eastman, la MRC prévoyait ce qu'ils appellent eux autres des zones de consolidation. En français, ça veut dire des endroits du territoire où il serait permis de faire des nouvelles rues et à tous les autres endroits, ce serait proscrit. Dans notre cas, ce qui était permis comme territoire, il y avait des endroits qu'on n'aimait pas trop, comme par exemple dans la Khartoum, c'était prévu que ça, c'est un endroit où on pourrait faire des nouvelles rues. On s'est objecté, on disait enlever ça de là. Ça a été enlevé. Dans le cas des zones RT, on nous mettait les zones RT au complet. Puis ça, on leur a fait valoir que on ne peut pas dire d'un côté de la bouche qu'on a des paysages naturels d'intérêt supérieur dans les zones RT, puis en même temps permettre des nouvelles rues là-dedans. Fait que la MRC a dit ouais, OK, c'est vrai. Donc, ils ont modifié le règlement de contrôle intérimaire pour exclure le gros de ce qu'on avait demandé suite à une erreur de leur part. Ils ont pris la ligne du 460 mètres au lieu de la ligne qui englobe tout le paysage d'intérêt naturel supérieur. Quand on dit ça, c'est la partie visible de la montagne, des points stratégiques de la municipalité, mettons sur le chemin du lac d'Argent ou sur le chemin Mon Bon Plaisir. La partie qu'on voit de la montagne, c'est ça le paysage naturel d'intérêt supérieur. Donc, ils ont retranché juste une partie de ce qu'on avait demandé. On leur a dit ouais, c'est pas chic, ça, là. Ça ne fait pas ce qu'on espérait. Ce n'est pas cohérent non plus avec le fait d'appeler ça des paysages naturels d'intérêt supérieur. Ils ont dit ouais, c'est vrai. Donc, ça va être modifié à nouveau selon ce qu'on a demandé, ce qu'Eastman demande, en vue de l'adoption du schéma d'aménagement vers juin 2022. Sur les entrefaites, le Conseil ne voulait pas laisser une brèche béante, c'est-à-dire une partie des paysages naturels d'intérêt supérieur dans laquelle il serait toujours possible de faire des nouveaux chemins, d'où l'avis de motion de ce soir qui rend ça impossible jusqu'à ce que ce soit imposé et qu'on doive se concorder aux dispositions du nouveau schéma au mois de juin. Donc, pendant ces 5 mois-là, pas de souci, on ferme la brèche. C'est ça l'esprit de la chose. Merci, M. McDonald, pour ces précisions. Alors maintenant, nous allons passer au VARIA. Alors, comme à mon habitude, j'ai plein de petites nouvelles à vous annoncer. Premièrement, en ce qui concerne les inscriptions loisirs intermunicipaux, la période d'inscription a été prolongée, même si les cours sont reportés à une date ultérieure selon les directives de la santé publique. Pour l'instant, on prend donc encore les réservations et on attendra le début des cours pour procéder au paiement. Je crois qu'on m'a dit qu'il y avait à peu près 130 inscriptions qui avaient été faites pendant les fêtes, là. Donc, il y a encore de la place pour certains cours.
Puis on va attendre de pouvoir les donner parce que vous savez qu'avec tous les cours à l'intérieur, pour l'instant, sont suspendus à cause de la santé publique. Ensuite, on a eu, vous savez, un concours de décor de Noël. Il y a eu 9 participants. Pourtant, il y a eu beaucoup plus de résidences que ça qui ont été très, très bien décorées. Et donc, les gagnants ont été déterminés par un vote public. Et en fait, il y a 2 ex-aequo. C'est M. Olivier Quentin et M. Jean-Paul Beauregard qui sont ex-aequo pour le prix du public. Donc, ils vont recevoir chacun une carte cadeau de 100 $ chacun à utiliser chez les marchands d'Eastman. Et il y avait un prix de participation qui a été remis à Mme Nathalie Raymond. C'est le même montant, c'est 100 $ aussi à dépenser à Eastman. Alors, je félicite tous les participants et tous ceux qui ont pris la peine de venir voter en ligne. Aussi, pendant le temps des fêtes, on a eu la visite du Père Noël. Vous savez qu'il est vraiment venu à Eastman le 12 décembre dernier. Il a rendu visite à 34 familles, c'est-à-dire 62 enfants quand même. Pour vous prouver que c'est vrai, là, parce que Radio-Canada a même fait un reportage sur le sujet, donc ce n'est pas des inventions. Là. Ensuite, on a maintenant, qui s'en vient, le défi Château de neige. Donc, ça, c'est un défi à l'échelle provinciale. Ça a lieu du 10 janvier au 14 mars, donc ça commence aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire sur le site, il y a le lien qui est fourni sur le site web municipal, ou vous pouvez aller sur le site qui s'appelle défichâteaudeneige.ca, tout en un seul mot. Et puis, il suffit d'envoyer une photo de votre château de neige et il y a tous les critères qui sont admissibles sur le site. Entre autres, ils n'acceptent pas les trucs avec un toit, genre igloo et tout ça, ce n'est pas accepté. Mais vous pourrez aller voir toutes les informations sur le site avant d'envoyer vos photos. Pour les plaisirs d'hiver, on en a parlé brièvement tantôt, les plaisirs d'hiver devraient avoir lieu en février. On attend les directives de la santé publique, mais aussi les confirmations de plusieurs fournisseurs. Donc, les informations vous seront envoyées soit par publipostage, mais aussi ça va être annoncé sur le site web municipal et sur les pages Facebook. En tout temps, vous avez quand même accès à des activités hivernales qui sont quand même très populaires. En ce qui concerne le ski alpin, comme depuis plusieurs années, la municipalité a des passes de ski journalières qui sont disponibles à l'hôtel de ville. Il suffit de réserver. Vous avez toutes les informations sur les procédures sur le site web municipal. Pour le ski de fond, vous savez probablement que la Montagnarde est tracée régulièrement. C'est une super belle piste de ski de fond qui fait beaucoup d'heureux, est accessible via 3 stationnements. Celui qui est au coin de Khartoum et de Diligence. Il y en a un autre sur le chemin Bonali, à l'endroit où la Montagnarde traverse le chemin Bonali. Et on peut aussi laisser son auto sur le chemin des Plaines, là, à l'endroit où le petit sentier rejoint la Montagnarde. Il y a aussi, on mentionne qu'il y a juste une seule trace pour le ski de fond qui est faite afin de laisser la place aux marcheurs et aux racketteurs de profiter de ce beau sentier sans avoir à piétiner les traces de ski de fond. Le patinage aussi est toujours en vigueur. Donc, on vous demande de faire attention aux horaires réservés au patinage libre et au hockey qui sont affichés sur place. C'est très important de respecter. Quand on dit patinage libre, là, ça veut dire aucun bâton, aucun puck là, de hockey. Il faut réserver ça au moment qui sont réservés pour le hockey. Puis, quand c'est les périodes de hockey, la patinoire est séparée comme en 2. Il y a une partie pour ceux qui veulent vraiment jouer des parties, une partie pour ceux qui veulent juste se pratiquer avec leur bâton. Donc, il y a aussi des directives de travaux publics à respecter en ce qui concerne la fermeture de la patinoire pour l'entretien ou selon les conditions météo. Donc, c'est vraiment important de respecter. Quand ça dit que c'est fermé, là, c'est pour des bonnes raisons. Puis, c'est jamais très long, sauf si c'est à cause de la météo. Tu sais, c'est sûr qu'on veut garder notre patinoire le plus longtemps possible. Et je sais que les travaux publics sont en train d'essayer de mettre sur pied un anneau de glace aussi. C'est en cours. On vous demande de ne pas aller marcher dessus pour donner une chance pour que ça soit effectif le plus vite possible.
En ce qui concerne le patinage et le ski de fond, il y a aussi des cours qui sont donnés dans le cadre des loisirs intermunicipaux. Et puis, ces cours-là, ils vont avoir lieu parce que c'est des cours qui sont donnés à l'extérieur. Donc, si vous êtes intéressé ou intéressé d'inscrire vos enfants, bien, vous pouvez encore le faire. Aussi, la municipalité, ça c'est nouveau, on l'a annoncé le mois dernier. La municipalité rembourse 50% du coût des passes annuelles pour le Parc national du Mont-Offord ou les sentiers de l'Estrie aussi. En fait, on rembourse aussi une partie. Si vous prenez une carte de la CEPAC pour tous les parcs du Québec, on va vous rembourser le montant équivalent à 50% de la passe du parc du Mont-Offord. Ensuite de ça, à la bibliothèque, on a eu un nouvel échange de livres et on a reçu une nouvelle bibliothème, donc avec des livres empruntés, des jeux, des casse-têtes à utiliser sur place, sur le thème du cirque cette fois-ci. Il y a même des déguisements, il y a des trucs pour faire des tours de magie et tout ça. Et on a une nouveauté, on appelle ça des trousses de contes de coco qu'on peut emprunter. C'est des trousses qui s'adressent aux très jeunes enfants. Il y en a 3 selon l'âge. Il y en a une qui est pour les 2 à 3 ans, pour les 3 à 4 ans et les 5-6 ans. Chaque trousse inclut plusieurs livres et un tout pour transformer des périodes de lecture en moments ludiques entre parents et enfants. Donc, c'est pour aussi leur donner le goût de la lecture et des livres très, très jeunes. Ensuite, je voulais juste aussi mentionner que je suis disponible pour rencontrer tous les citoyens qui le veulent. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi par courriel à mon adresse qui est mairesse@eastman.québec. Vous pouvez m'écrire par courriel ou laisser un message en téléphonant à l'hôtel de ville et laisser un message à mon attention. Et puis, ça me fera plaisir de vous rencontrer pour répondre à vos questions. Alors, ça fait le tour pas mal des variables. Est-ce que dans les autres membres du conseil, il y a quelqu'un qui avait des choses à rajouter? Non, pas pour moi. Non? OK. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. Oui, donc, puisque nous faisons ça en téléconférence, j'avais demandé à la population s'ils le voulaient de m'envoyer leurs questions par écrit avant 16 heures aujourd'hui. J'en ai reçu 3. Donc, je vais vous les lire, je vais vous laisser répondre. Donc, la première question nous vient de M. Claude Deshôtels. Elle va comme suit. En octobre dernier, la MRC a adopté le nouveau schéma d'aménagement et de développement durable, SADD, et aussi un règlement de contrôle intérimaire qui rend obligatoire immédiatement certaines des nouvelles dispositions adoptées, particulièrement concernant la densification des périmètres urbains et le ralentissement de l'ouverture de rues en dehors des périmètres urbains partout sur le territoire. Est-ce que la municipalité d'Eastman a débuté l'application de ces nouvelles mesures et pouvez-vous en expliquer plus en détail les effets concrets pour la municipalité d'Eastman et pour les plans de lotissement? Merci. Bon, Patrick, qu'est-ce que tu peux répondre? Oui, vas-y. Oui. Des fois, on n'est pas capable de répondre quand on a ça à brûle-pourpoint comme ça, mais ça tombe bien, on est capable. Il y a 2 éléments, il y a plusieurs questions dans ce courriel-là, mais de ce qui est nouveau dans le règlement de contrôle intérimaire, il y a les zones de consolidation, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est-à-dire les seules zones dans lesquelles il est encore possible de faire de nouvelles rues. Puis il y a aussi les pentes, on va y aller dans l'ordre. Pour les zones de consolidation, si on prend notre territoire, mettons, d'ouest en est, je ne me trompe pas, ouais. Avec nos périmètres urbains qui sont pas mal développés à capacité ou pas loin, la MRC permet toujours de nouvelles rues dans un secteur qui englobe à peu près Mont-Bon-Plaisir, Héronnière, Charmilles et Domaine Horizon. Donc, dans ce coin-là du chemin Mont-Bon-Plaisir, ça, c'est une des zones dans lesquelles de nouvelles rues sont toujours possibles. Il y en a également un autre qui est situé grosso modo entre le chemin du théâtre et le chemin des diligences en partant du lac d'Argent vers l'ouest. Donc, ça, c'est un des secteurs où il est encore possible de le faire. Il y a évidemment les zones ART. Ça, c'est les secteurs qui sont collés au parc en montagne. On en a parlé tantôt. On a évidemment commencé à s'en occuper avant même ou à peu près au même moment où le règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur pour combler une des lacunes qu'on y a observé. Il y a une zone sur le chemin qui borde le chemin Georges-Bonallée vers du côté ouest entre à peu près un petit peu avant Vertande puis un petit peu après la cabane à sucre des Normands. Là, c'est approximatif. Puis il y en a également un, enfin, dans le coin du lac Stouclé qui englobe à peu près Domaine des Étoiles puis Montbel, sauf erreur. Donc, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Ben, c'est les seuls endroits où il va être possible de faire de nouvelles rues, toujours assujettis à toute la réglementation municipale. Ça fait que ce que ça change pour nous autres, puis pour les plans de lotissement, c'est que ben, s'il y a des secteurs où on ne peut plus faire de nouvelles rues, c'est clair que ça a un impact évident sur les plans de lotissement de tout promoteur qui serait dans des secteurs où les nouvelles rues sont proscrites. Qu'est-ce que la municipalité a fait? Ben, on l'a fait, on en a parlé tantôt. On a un avis de motion pour combler une des lacunes laissées en suspens suite à une erreur administrative de la MRC dans le règlement de contrôle intérimaire. Donc, nos paysages d'intérêt naturel supérieur sont intégralement protégés de nouvelles rues. Il y a quoi donc? Les effets concrets, ça fait pas mal le tour pour l'aspect zone de consolidation, c'est-à-dire là où c'est possible de faire des nouvelles rues. L'autre aspect où il y a des champs. En fait, le seul autre aspect du règlement de contrôle intérimaire qui a un impact sur Eastman, c'est celui qui concerne les pentes. En fait, ça n'a pas beaucoup d'impact sur Eastman, même si ça nous touche indirectement. C'est que la MRC impose désormais des contraintes assez serrées à l'intérieur desquelles toute construction qui se ferait dans une pente entre 15 et 30 serait possible seulement en respectant ces conditions-là. Dans le cas d'Eastman, nous autres, depuis 2012, 15 et plus, c'est pas bâtissable. Donc, on était 9 ans en avance sur le schéma d'aménagement qui s'en vient au mois de juin prochain. Donc, l'impact sur Eastman, il est nul parce qu'on sait déjà comme ça dans notre réglementation municipale. Puis, de mémoire, je pense qu'il y a eu juste 2 dérogations depuis 2012 ou à peu près, sauf erreur, là, à des pentes de 15 Il y a eu un endroit où CCU, je ne me souviens plus exactement, mais c'était un endroit où il y avait un replat suffisant qui était un petit peu plus restreint que ce que permettait la réglementation, mais c'était vraiment, dans le cas de la dérogation qui a été accordée, c'était vraiment impossible de faire autrement. Donc, ça avait été accordé. Il y en avait une autre vers 2015-2016 ou quelque chose pour laquelle j'avais voté contre, Mme la mairesse également, parce qu'on trouvait que c'était juste trop. Ça fait que, il y a eu vraiment très peu dans les derniers 9 ans. Au-delà de 15 à Eastman, ça se compte sur les doigts d'une main, puis peut-être même une main qui manque des doigts. Ça fait que, voilà ce qu'il y en est pour Eastman. Ça ne change rien pour nous. C'est déjà proscrit à Eastman. Ça fait que c'est bien que ça s'étende à l'intégralité de la MRC, là, mais dans notre cas, les pentes, on est déjà plus sévère que le schéma. Puis on va le rester. Parfait. Merci, M. McDonald. Ensuite, la prochaine question. Une deuxième question nous provient de Mme Michèle Desrochers. Il y a un long préambule, en fait. Si vous me permettez, Mme Desrochers, j'ai vraiment ressorti les questions de votre texte. Donc, c'est concernant le chemin du lac d'Argent. Donc, d'abord, elle mentionne ses inquiétudes à propos de l'environnement. Elle s'interroge sur les mesures de protection de l'environnement qui seront prises. Elle demande des explications supplémentaires à propos du déplacement des lignes électriques téléphoniques versus leur enfouissement. Elle regrette que le projet de prolongation de l'aqueduc, la construction d'égouts, ait été abandonné. Comment s'est jouée la nouvelle demande de subvention pour qu'on limite les travaux à l'amener de l'aqueduc seulement jusqu'au chemin du théâtre et pas pour le service d'égout? Elle demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas consulté la population lorsqu'on a fait cette demande? Combien est-ce que ça coûterait pour offrir les 2 services? Et est-ce que nous allons perdre les 2 subventions si le projet devait être retardé pour les 2 services? Donc, c'est en plusieurs facettes. Madame la mairesse, je vous laisse répondre. Alors, je vais essayer de répondre le mieux possible sans être trop longue. En ce qui concerne les inquiétudes à propos de l'environnement, plusieurs études ont déjà été faites sur le long du chemin du lac d'Argent. Nous sommes en attente des autorisations du ministère de l'Environnement. Et bien sûr, quand viendra le temps de planifier les travaux, ça va être fait selon les recommandations de l'environnement pour minimiser au maximum les impacts de cette construction, de cette rénovation sur la qualité de l'eau du lac, surtout aux endroits où le chemin du lac d'Argent longe vraiment le littoral. Puis vous savez qu'à certains endroits, il est carrément en bande riveraine, hein. Donc, on va porter une attention vraiment très particulière à ces endroits-là et on va respecter toutes les directives, les consignes du ministère de l'Environnement. Soyez-en assurés. En ce qui concerne le déplacement des lignes électriques, selon Hydro-Québec, le processus d'enfouissement des fils dure 3 ans.
ce qui nous aurait amené à dépasser la date de fin des travaux exigée par les subventions qui nous ont été accordées. Et puis, ça coûte environ 10 à 12 fois le prix de déplacement des poteaux. Donc, on estime à peu près entre 2 et 3 millions de dollars à peu près, ce qui nous a semblé excessivement dispendieux et un peu inabordable pour un village comme Eastman. Dans le projet, là, il y a environ 5 poteaux qui vont être transférés de l'autre côté de la rue, des poteaux qui sont présentement en bande riveraine, qui vont être déplacés de l'autre côté de la rue. Et puis, environ en tout, incluant ces 5 poteaux-là, 17 poteaux qui devraient être déplacés pour diverses raisons. Il va y avoir aussi de l'élagage qui va être aussi à prévoir afin de pouvoir faire ces travaux et respecter les exigences de sécurité de Bell et Hydro-Québec. Parce que vous savez que, enfin, comme tout le monde, j'imagine personne n'aime être privé d'électricité parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur les fils. Donc, on a déjà fait du repérage, c'est-à-dire Bell est venu faire du repérage déjà pour savoir où ils allaient planter leurs poteaux et tout ça. Donc, ça, c'est en cours. Il y a certaines personnes qui ont parlé, j'en profite aussi pour rajouter, on a parlé de centaines d'arbres qui allaient être coupés. On ne se rendra pas à des centaines d'arbres, là, mais effectivement, il y a on appelle ça plus des chicots, là, des tout petits, je ne sais pas comment ça s'appelle en vrai, là, mais je pense que c'est des chicots, c'est le vrai nom, des tout petits arbustes là, qui, oui, vont être élagués. Il y a certains endroits où, oui, il va y avoir de l'élagage, comme je viens de le mentionner, mais on va essayer de restreindre au maximum la coupe, l'abattage d'arbres. Et éventuellement, aussi, s'il y a des aménagements à refaire, ça va être fait en conséquence. En ce qui concerne l'abandon de la prolongation de l'aqueduc et la construction d'égouts, le Conseil aussi regrette de ne pas pouvoir aller de l'avant avec ce projet d'envergure. Pour rappel, là, en 2017, il y avait des programmes de subvention qui auraient permis de construire les égouts et prolonger l'aqueduc. Puis ça avait été accepté par une grande majorité des résidents du secteur, mais ces subventions ont changé, modifié leurs critères, ce qui fait que le nombre de résidences éligibles était désormais réduit aux seules résidences permanentes. Et donc, c'est devenu moins intéressant. On avait parlé de coûts approximatifs de 20 000 $ par résidence si les subventions initiales avaient été accordées. Et sans les subventions, on parlait d'un montant autour de 50 ou 55 000 $. La municipalité donc, a abandonné ce projet quand on a compris qu'on ne pourrait pas avoir les subventions pour les résidences secondaires. Et on est resté à l'affût d'éventuelles subventions qui pourraient être offertes. Et quand on a vu les programmes de FIMO qui concernent la réfection des conduites existantes, ce qui est vraiment dû dans notre cas, la conduite d'aqueduc qui part de la route 112 jusqu'au chemin du théâtre est vraiment dû pour être changé. Et le programme FIMO ne concerne que les réfections. Il ne paye pas du tout pour les agrandissements des réseaux. Et on a aussi le programme RIRL qui est, lui, pour la réfection du chemin sur toute sa longueur. La date de limite de la fin des travaux à l'origine, c'était décembre 2021 pour le RIRL. Et puis, dès le début de la pandémie, il était assez évident qu'on n'arriverait jamais à compléter les travaux avant cette date, en grande partie à cause des nombreuses études environnementales qui étaient nécessaires et du temps vraiment prolongé qui était nécessaire au ministère de l'Environnement pour étudier notre dossier et faire ses recommandations. Donc, on a demandé un report de cette date et puis ça nous a été accordé jusqu'à la fin 2022. C'est pour ça qu'on est un petit peu pressé dans le temps et qu'on veut avancer. On veut aussi compléter ces travaux-là. Tu sais, on ne veut pas perdre nos subventions. C'est quand même des subventions qui totalisent 3,5 millions à peu près au total. Non? Donc, on ne veut pas perdre ce montant-là. Ce n'est pas évident de faire concorder 2 subventions comme ça. Alors, on veut profiter de cette opportunité qu'on a en ce moment. Pourquoi on n'a pas consulté la population lorsqu'on a fait quand on a fait cette demande de subvention? Eh bien, c'est premièrement, la pandémie, ça a compliqué beaucoup les choses en ce qui concerne en empêchant les rassemblements. Puis, on ne voulait pas aussi prolonger les délais.
parce que seules les réflexions d'infrastructures existantes sont éligibles au programme des subventions actuelles et les coûts importants par résidence garantissaient qu'on aurait difficilement une majorité en faveur. Par exemple, le projet initial, celui de 2017, prévoyait de faire le tour du lac d'Argent avec l'aqueduc et l'égout, ce qui n'est plus le cas étant donné les critères d'éligibilité des subventions actuelles. Donc, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire, mais si on veut aller de l'avant, on n'a pas le choix de passer à la vitesse supérieure. Mais on prend quand même le temps de s'assurer de faire les bonnes choses, de prendre les bonnes décisions. En ce qui concerne le coût pour fournir les 2 services, selon les ingénieurs qui travaillent sur ce projet, l'ajout de 2 services coûterait environ 42 000 $ par résidence. Ça, c'est une fois qu'on a déduit les subventions qui nous ont été accordées jusqu'à maintenant. Ce montant, ça inclut les frais de raccordement au réseau et donc pour les particuliers et ceux d'un éventuel retrait des fosses septiques si jamais on avait, si on pensait les égouts. Mais ces coûts-là de retrait de fosses septiques et de raccordement, ça peut varier beaucoup d'une résidence à l'autre, puis ça, c'est aux frais des propriétaires, bien sûr. Il a été estimé aussi que c'était une trop grosse somme à faire payer aux résidents du chemin du lac d'Argent via leur compte de taxes, parce que 42 000 $ par résidence, non? Si on rajoute, il y a des frais d'intérêt et tout ça, si on met ça sur 10 ou 15 ans, bien, ça fait des comptes de taxes là, pendant 10 ou 15 ans qui vont être augmentés de 4 à 5 000 $ par an pendant une quinzaine d'années. Puis le Conseil pense que nos citoyens ne sont pas prêts à des grosses augmentations de taxes comme ça. Puis il faut savoir aussi que tous les résidents du chemin du lac d'Argent auraient dû payer ce montant, même ceux qui ne voulaient pas être branchés là, pour les nouveaux services. Tout le monde, on est obligé de le charger à tout le monde. Alors, c'est donc pour un souci de respecter la capacité de payer de nos citoyens, c'est ça qui a vraiment guidé notre décision. Ensuite, est-ce qu'on va perdre les subventions si le projet est retardé ou modifié pour ajouter les 2 services? Oui, c'est exactement ça. Si on ne fait pas les travaux dans l'année 2022, on risque vraiment de perdre les 2 subventions. Puis déjà, comme je l'ai mentionné tantôt, le projet a été prolongé d'1 an, donc c'est pas sûr qu'on aurait droit à une autre extension. Donc, c'est ça, parce que si on voulait refaire les égouts et l'aqueduc, ben, ça implique des nouvelles analyses, des nouvelles études et d'autres approbations gouvernementales qui prendraient probablement encore au moins 1 an ou 2. Donc, ça nous ferait perdre nos 2 subventions, malheureusement. Donc, je pense que je fais le tour des questions de Mme Desrochers, que je remercie de se soucier de ce projet. Et puis, si jamais vous avez des questions additionnelles, ben, je vous encourage à communiquer soit avec moi, soit avec le directeur général pour avoir d'autres informations supplémentaires selon vos inquiétudes. Parfait. Et la 3e et dernière question nous vient de Mme Christine Lavoie. Elle va comme suit, sur le même sujet, sur le chemin du lac d'Argent. Quand allez-vous discuter des projets d'agrandissement de la route autour du lac et de quelle façon pouvons-nous soumettre des suggestions? Merci beaucoup de votre attention. Alors déjà, je vais commencer par dire que on a repensé, reparlé, discuté avec les membres du Conseil pour évaluer la possibilité d'élargir le moins possible le chemin du lac d'Argent. Au début, on avait parlé, quand j'ai fait la présentation au mois de septembre, on parlait d'avoir un chemin qui ferait au maximum 8 mètres de large, mais là, on a redemandé à nos ingénieurs de revérifier la possibilité de garder la même largeur de la partie asphaltée et éventuellement faire des aménagements pour les piétons. Donc ça, c'est la décision que le Conseil a prise. En ce qui concerne les aménagements en tant que tels, là, ce n'est pas encore complètement fixé,
Et si vous avez des suggestions qui concernent vraiment juste l'aménagement, pas la largeur de la route, non, mais pour l'aménagement, vous pourriez, si vous voulez, envoyer vos suggestions, vos idées, soit à moi, soit au directeur général par courriel. Puis ça va alimenter les réflexions du conseil. Toutes les suggestions qu'on va recevoir vont être évaluées, bien sûr, mais vous pouvez comprendre que si on en reçoit beaucoup, on ne pourra pas toutes les prendre parce qu'ils ne vont pas être toutes dans le même sens de toute façon. Donc, on ne pourra pas accepter toutes les suggestions, mais on va vraiment les évaluer chacune. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder le chemin le moins large possible pour que ça reste sécuritaire. Puis ça se peut qu'à certains endroits, on soit quand même obligé de l'élargir légèrement. Notre objectif, là, c'est vraiment de rendre le chemin du lac d'Argent sécuritaire pour tous, à la fois les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Et on va essayer de trouver des mesures appropriées pour ralentir le trafic au maximum. Peut-être même décourager les gens de passer par là au lieu de quand ils vont d'un endroit à l'autre, mais pour que ça reste vraiment une rue panoramique, touristique pour les gens qui veulent aller pas vite, non? Ou pour les gens, évidemment, qui habitent dans le secteur, bien sûr. Alors, je pense que j'ai fait le tour de la réponse. Comme je vous dis, si vous avez besoin d'autres informations, si vous avez des suggestions, ben, vous êtes bienvenue de nous envoyer ça par courriel. Est-ce qu'on a d'autres questions, M. Bazinet? Non, c'était les 3 questions. Puis si je peux me permettre, sur la dernière, d'un point de vue administratif, la municipalité, on travaille sur l'élaboration d'un dépliant qui sera remis à l'ensemble de la population pour présenter ce projet de réflexion-là afin de donner des détails puis que vous ayez tous entre les mêmes versions papier. Parfait. Ben oui. Et puis, ben, bien sûr que cette séance est enregistrée. Ben, si vous voulez communiquer avec vos voisins, ils peuvent tous juste passer à la fin à la séance de questions s'ils ne veulent pas se taper toute la séance. Là, il n'y a pas de problème. Mais ça nous fera plaisir. Puis, comme je vous dis, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, ben, moi, ça me fera plaisir de vous répondre en ce sens. Alors, on est rendu maintenant au point 13, la levée de la séance. Qui lève la séance? Je propose. Carole? Parfait. Merci. Les plus vieux. Yes, il est 20h01. Merci.